Le balado réalisé en bois vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Réalisé en bois, le balado qui explore les possibilités offertes par le bois dans le monde de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Si vous êtes passionné ou simple curieux de la construction en bois, alors vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, tradition et innovation sauront vous inspirer par les aspects collaboratifs entre les communautés autochtones et les professionnels de la construction. Ensemble, nous aborderons les défis, les réussites et les possibilités offertes par la construction de projets autochtones. Bonjour à tous, bienvenue au 6e balado de Secobois qui s'intitule « Réalisé en bois ». Je m'appelle David, je suis de Nordic Structure, puis pour ce rendez-vous, on va discuter du thème de la construction des projets autochtones. Pour cet épisode, j'ai le privilège d'accueillir deux invités avec moi aujourd'hui qui ont chacune à leur manière développé une expertise puis accumulé de l'expérience à ce sujet. Donc, à ma droite, j'ai Marie Saint-Gelais, ingénieure et directrice générale pour l'entreprise Ashini Consultant, qui est basée à Pessamit, avec des bureaux aussi à Chicoutimi, Mashteuiatch et Ouahat. Et puis, à ma gauche, j'ai Marie-Claude Fournier. Elle est architecte associée pour l'entreprise Régis Architecture, qui est basée à Québec, qui ont aussi des bureaux à Montréal puis à Trois-Rivières. Donc, aujourd'hui, on va explorer les subtilités de la construction des projets autochtones. On va aborder plusieurs sujets comme l'utilisation du bois, ses avantages dans un contexte autochtone, l'approche collaborative entre une communauté puis les professionnels, puis l'influence d'une communauté sur le processus d'un projet. Merci d'être là. Puis sans plus tarder, j'aimerais commencer avec une première question en introduction. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la construction en bois, puis comment est-ce que le bois massif s'intègre à votre discipline. Puis j'aimerais entendre Marie-Claude en premier. Oui, mais merci de l'invitation dans cet épisode du balado. Dans le fond, pour nous, dans notre pratique, comment on a travaillé pour l'instant, la capacité structurale du bois est vraiment intéressante. C'est un matériau durable, renouvelable, adaptable, aussi modulable, qui peut être aussi local ou de proximité. Donc, il y a beaucoup d'avantages à l'utilisation du bois. Aussi, quand on regarde dans les propriétés du bois, la capacité thermique aussi joue un enjeu au niveau de ses propriétés thermiques. On peut l'utiliser pour réduire la consommation d'énergie. Ça l'amène aussi au niveau de confort acoustique, quand on peut garder le bois apparent. Puis il y a bien sûr l'aspect chaleureux que les gens aiment bien du bois, qui rapproche les gens un peu qui donne l'impression de se rapprocher de la nature. Et c'est un matériel aussi qui est accessible pour les ouvriers. Je dirais c'est quand même un matériau qui est facilement... il y a des outils faciles à utiliser pour travailler le bois. Plus accessible parce que c'est quelque chose qui est traditionnellement... C'est ça, oui. Puis il n'y a pas de spécialité nécessaire pour ça. Super, merci. Est-ce que tu partages un peu le même point de vue? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Oui, le même point de vue. Oui, bonjour. Premièrement, David, j'ai pas eu le temps tout à l'heure de dire bonjour. Oui, bien moi, peut-être un petit peu, oui, je partage ce que Marie-Claude vient de nous dire. Par contre, peut-être un petit peu plus sur une base personnelle, peut-être. Moi, je pense que le bois a toujours fait partie de ma vie, même avant de devenir ingénieur. Donc, moi, j'ai été beaucoup en forêt, jeune, entre autres avec mon père, à la chasse, à la pêche. On avait 2 petits chalets là, situés, entre autres, dans des régions différentes. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Une fois devenue ingénieure, je pense que ce qui m'a intéressé, ce qui m'a apporté à m'intéresser à la construction au bois, c'est lorsque j'ai pris une formation au niveau de la certification LEED, qui vraiment mettait l'emphase sur l'utilisation du bois comme un matériau durable, un matériau écologique, donc un bon choix, dans le cadre des projets qu'on voulait certifier LEED. Puis, suite à ça, j'ai même entrepris un programme de 2e cycle là, sur l'utilisation du matériau bois dans la construction qui m'a amené encore plus à m'intéresser à ce matériau-là,
dans le cadre de ma vie professionnelle. Puis finalement, c'est sûr que le bois, puis je pense que là, c'est là que je rejoins un petit peu Marie-Claude, je pense que le bois, dans les projets que je fais avec les communautés, c'est toujours un peu un choix qui se fait d'emblée, là, parce que c'est très proche, là, justement, de la vie en nature, de la vie en forêt, là, des Premières Nations. Donc, les deux, vous avez nommé plusieurs caractéristiques du bois qui reviennent quand même souvent. Pour moi, c'est des caractéristiques qui sont utilisées de façon avantageuse là, par ses utilisateurs. Par exemple, vous l'avez mentionné, sa légèreté. J'apporte aussi le haut niveau de précision, plus de tolérance pour la fabrication, son potentiel élevé pour la préfabrication, production locale au Québec. J'en passe. Comment est-ce que ces caractéristiques-là peuvent être utilisées autant par les communautés qui sont proches des gros centres de distribution que celles qui sont éloignées de ces centres-là? En commençant avec, Marie. Parfait. Je pense que ces caractéristiques-là du bois peuvent être vraiment mises à profit là, dans plusieurs projets qui se réalisent dans les communautés. Puis comme tu l'as dit dans la question, autant dans des communautés qui sont plus proches des grands centres que dans des communautés qu'on va retrouver plus en milieu éloigné. Puis moi, une chose à laquelle je pense toujours dans la conception des projets, c'est beaucoup le fait que dans les communautés, les projets de construction sont de l'activité économique importante. Puis l'activité économique importante qu'on a dans notre communauté, on veut vouloir en profiter pour faire des retombées dans la communauté. Et donc, de faire travailler nos gens, de faire travailler nos travailleurs locaux. Puis, dans les communautés, ce qu'on retrouve beaucoup dans le milieu de la construction, c'est des charpentiers menuisiers, tout simplement. Pas tout simplement, mais je veux dire beaucoup plus que d'autres métiers. Puis, probablement lié au fait que, justement, les Premières Nations proviennent du territoire, proviennent de la forêt, ont vécu en forêt beaucoup. Donc, il y a beaucoup de charpentiers menuisiers. Fait que c'est intéressant de pouvoir choisir le matériau bois, puis de plus en plus dans des bâtiments aussi de plus grande envergure, pour qu'on puisse faire travailler nos gens, et non pas que ce soit des entreprises de l'extérieur qui viennent construire les bâtiments, puis qui repartent avec les retombées économiques, versus choisir des constructions bois qui vont pouvoir faire travailler nos gens. Marc-Claude, j'aimerais entendre ton avis. Oui, mais je suis bien d'accord avec Marie. Dans le fond, moi, je vais peut-être amener un volet un peu plus technique là, au niveau du transport du bois, parce que oui, c'est un bon matériau. On t'a parlé de centre de distribution qui n'était pas nécessairement de proximité. C'est sûr que c'est un élément qui est important au niveau de la planification des projets. Quand on veut faire un projet en région plus éloignée, que ce soit en communauté autochtone ou non, c'est un volet très important au niveau de la planification, au niveau du moment des appels d'offres, justement pour savoir quand est-ce que les matériaux vont être livrés. Il faut faire une planification par rapport aux saisons. Il y a des périodes de gel, dégel. C'est pas toutes les infrastructures des routes qui sont faites de façon égale, si je peux dire ça ainsi. Donc, il faut prévoir aussi ça. Donc, même chose quand on travaille dans le préfabriqué. La période qu'on va apporter les modules en région éloignée est très stratégique, là, dans le fond, je veux dire, dans le calendrier des projets. Il faut respecter des dimensions optimales, mais aussi la charge, là, dans le fond, sur les camions. Donc, c'est un élément aussi que c'est favorable aussi pour le bois, mais c'est seulement un élément qu'il faut vraiment planifier dans la gestion des projets. Si je peux ajouter peut-être, je pense que j'ajouterais à ça beaucoup l'accessibilité, la disponibilité du matériau bois qui facilite là, ce choix-là dans les projets en communauté. Puis également, ce que j'aurais voulu apporter là-dedans, c'est que souvent, en région éloignée, on va avoir des saisons de construction très courtes. Donc, d'autant plus que la planification doit être vraiment comme au point là, pour que justement, quand on est prêt, quand la neige est fondue, bien, qu'on est prêt à commencer à construire. Donc, je pense qu'encore plus là, de pouvoir penser à des constructions là, en privilégiant la préfabrication, là, bien, ça apporte encore plus un facteur, ça devient encore plus un facteur de succès là, des projets. Puis, j'ajouterais aussi que dans le cadre des projets qui se font en communauté, c'est souvent subventionné, financé par le gouvernement.
qui ont souvent des enveloppes budgétaires, mettons, qui vont se fermer à date précise. Puis ces dates précises-là, souvent, c'est comme un go ou un no-go que le projet peut se faire. Fait que le fait de choisir le bois par la disponibilité, par la disponibilité de la main-d'œuvre, par le fait qu'on peut faire des choix de préfabrication, bien, je pense que ça ajoute encore plus là, le fait que on a un projet à faire, on a un budget disponible, bien, go, on y va, c'est en bois, c'est simple, on va être capable de le réaliser puis de concrétiser le projet en communauté. Et ça rejoint ce que tu disais, dans le fond aussi, préfabrication, ça l'avance le module jusqu'à un certain niveau d'avancement, mais ça permet quand même à la communauté aussi de s'investir pour travailler, finaliser le module, les installer, faire les infrastructures autour pour les recevoir aussi. Donc, ça peut être complémentaire aussi avec les activités de la communauté. Ça, je suis d'accord, ça peut être complémentaire, puis surtout dans des fois une réalité que le manque de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, on la vit un peu partout, hein? Puis, entre autres, un gros défi dans les communautés, c'est le manque de logement. Fait qu'ils veulent vraiment activer la construction des maisons. Mais ça a un peu un double tranchant, hein? Parce que dans les communautés, comme on a parlé tout à l'heure, il y a un objectif de maximisation de la main-d'œuvre locale. Puis ça a été longtemps le moteur économique de construire les maisons dans les communautés. Là, on arrive avec des solutions en préfabrication, là, puis des fois, c'est reçu comme on va avoir beaucoup de moins de travail. Fait que, il y a comme un peu une balance là, à faire entre ces éléments-là. Bien, la contrepartie, excuse-moi, c'est dans le fond, c'est que d'avoir une enveloppe fermée plus vite, justement, vu que les durées de construction sont plus courtes, ça favorise quand même aussi, ça l'appuie aussi, ce volet-là. J'aimerais aussi peut-être apporter une petite précision. On parle de préfabrication et on parle de modules. De mon côté, de mon point de vue, le bois, il est surtout le bois massif est généralement toujours préfabriqué au minimum avec des usinages. Et avoir des modules aussi, c'est un niveau de préfabrication qui est encore même plus poussé que juste des membrures qui ont été pré-usinées et tout et tout. Donc, c'est ça pour moi, la préfabrication. En fait, il peut y avoir un éventail assez large là, du niveau. Mais donc, moi, si je comprends bien, en fait, tu parles principalement des modules. Oui, là, dans ce cas-ci, oui, absolument. Parfait. Mais je pense qu'il y a une belle offre aussi au niveau des murs, là, puis au niveau, exemple, des composantes de toiture. Là. Mm-hmm. Moi, c'est beaucoup plus ça que je vois dans les projets, là, dans les communautés. Donc, toutes les composantes de toiture, puis tous les murs préfabriqués. Là, et non pas nécessairement en module. Là. Mais effectivement, il y a un large éventail. Oui. Je vais changer un petit peu de sujet. En entamant la prochaine question, donc, l'architecture des peuples autochtones, ça englobe beaucoup de styles différents, beaucoup de types de bâtiments. Autrement dit, c'est pas un concept qui est homogène. Mais par contre, il y a souvent un trait commun qui rejoint les structures traditionnelles, puis c'est le bois. Un des traits communs. Comment est-ce que le bois, dans ses formes modernes, donc par exemple le bois lamelé collé, le bois lamelé croisé, pour n'en nommer que deux, comment est-ce que ces formes modernes-là se prêtent bien aux différents styles puis aux différentes structures des premiers peuples, puis comment est-ce que ça permet de l'exprimer dans toutes ces formes? Puis j'aimerais cette fois-ci commencer avec toi. Oui, dans le fond, toutes ces formes d'utilisation du bois sont très polyvalentes, en fait. Fait que ça permet quand même une bonne variété de concepts qui peuvent être différents puis adaptables. Très bonne capacité structurale aussi, avec des portées intéressantes. Il y a d'autres propriétés vraiment intéressantes aussi. Comme on a parlé, c'était quand même plus léger que l'acier. Et ça résiste bien aussi aux intempéries là, quand c'est bien entretenu. Fait que ça donne beaucoup de flexibilité, là, je dirais, en termes de conception. Super. Marie? Oui, moi, j'aimerais ça revenir sur le fait que, justement, tu soulignes le fait que l'architecture des peuples autochtones présente plusieurs styles d'architecture, plusieurs styles. Je pense que c'est important de rappeler que, justement, c'est pas l'architecture autochtone. C'est vraiment l'architecture, par exemple, Innu ou l'architecture traditionnelle Atikamekw. Puis une chose qui est intéressante de savoir aussi, je pense, dans ce cadre-là, c'est que vraiment, les Premières Nations au Québec appartiennent à deux groupes
groupes différents, donc la famille algonquienne puis la famille iroquoienne. Puis la grosse différence au niveau de l'architecture, ça va être le fait que la famille iroquoienne était sédentaire versus la famille algonquienne qui était nomade. Donc ça a eu un gros impact sur l'architecture parce que les nations appartenant à la famille iroquoienne ont bâtissaient des logements, des bâtiments permanents, contrairement à aux nations qui appartiennent à la famille algonquienne qui se déplaçaient au rythme des saisons. Fait que ça, je pense qu'il y a ça qui est important, premièrement. Puis après ça, là, c'est sûr que le bois, il s'est toujours prêté à ces constructions-là. Fait que ce qui est intéressant maintenant, je pense, c'est le fait qu'on réalise des bâtiments plus grands. En 2024, on n'est plus dans des envergures de Chapoutoine, par exemple. On va construire des bâtiments, que ce soit des bâtiments institutionnels ou résidentiels. Puis le fait de pouvoir utiliser justement le lamelé collé ou le bois d'ingénierie, tout ça, dans ces constructions-là, ben ça permet d'aller justement chercher la base de l'architecture traditionnelle, pour pouvoir venir amener ça dans nos constructions modernes. Fait que en gardant toujours un petit peu, puis Marie-Claude le soulignait tout à l'heure, en gardant toujours cette chaleur-là que le bois dégage. Puis tu sais, oui, maintenant on a la structure, mais il y a également tous les produits de CLT, tout ça qui permettent d'avoir des belles pièces là, complètement en bois là, qui procurent encore plus ce sentiment-là de chaleur, puis de bien-être quand on est dans une pièce là, qui est réalisée en bois. Donc, est-ce que tu dirais que, historiquement, les structures qui étaient plutôt pour les peuples nomades, le bois, dans sa forme actuelle, peut quand même répondre à traditionnellement des structures qui étaient plutôt pour les peuples nomades, mais qui, aujourd'hui, peut-être se sont sédentarisées? Puis, est-ce que tu aurais un exemple de ça? Oui, bien, la réponse est oui, c'est sûr, parce que je pense que maintenant, de plus en plus, on va s'inspirer justement des bâtiments même qui étaient faits dans les campements, tout ça pour pouvoir construire les bâtiments modernes. Puis c'est sûr, un exemple, ça va être le centre culturel là, qu'on est en train de terminer la construction à Maliotenam, qui justement s'est inspiré du Chapoutoine, qui est la tente traditionnelle Innu, qui était faite en bois, en rondins de bois, recouverte d'une tente en coton blanche. Puis, le bâtiment qu'on est en train de construire, on a fait la structure en lamelé collé, puis on a un revêtement extérieur là, tout blanc. Fait qu'on vient retrouver cette chaleur-là de bois, puis également toute la luminosité, parce qu'on est dans le blanc, on a beaucoup de fenêtres, donc cette luminosité-là qu'on retrouvait dans la tente, le Chapoutoine. Non seulement ça, mais je pense à l'intérieur, c'est très vitré pour refléter un peu ça, cet aspect-là qui était... l'aspect visuel, on pouvait voir vraiment l'intérieur assez facilement, l'ensemble de l'intérieur. Exactement. Ouais. Le Chapoutoine, on entrait, c'est une tente là, qui est ouverte, tout ça, on voit tout ce qui se passe. Et ce qu'on est venu recréer dans le centre culturel, c'est les pièces sont toutes vitrées à l'intérieur, et donc on entre, puis on peut avoir tout de suite une idée de tout ce qui se passe dans les ateliers, à l'image de ce qu'on pouvait voir dans le Chapoutoine. Comment est-ce que vous avez bénéficié de l'implication d'une communauté qui entreprend un projet? Donc, autant en avant-projet, au lancement d'un projet, à la conception, pendant la construction, jusqu'à la remise des clés. Puis, je vais commencer encore avec toi, vu qu'on vient d'avoir un... Oui, absolument. On vient de parler. Oui, mais dans le fond, moi, l'expérience que j'ai principalement était les communautés de cri, excusez-moi. Dans le fond, tous les échanges qu'on a eus, c'est toujours des échanges très riches. Ça nous permet de bien comprendre, dans le fond, les relations qu'ils ont entre eux aussi, les relations intergénérationnelles, l'importance que ça a, leurs valeurs, leurs défis. Des fois, c'est pas nécessairement des défis de communauté, c'est des défis, des fois, localement. Donc, ça nous permet de bien comprendre ce qui est important pour eux. Fait que quand on a des gens autour de la table, dès le début du projet, ça nous permet de vraiment s'assurer qu'on va avoir un projet un peu plus complet. À l'image, dans le fond, quand on construit un projet, c'est pas pour nous, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Donc, on veut aller s'assurer d'aller chercher son besoin et d'avoir l'image un peu qu'ils veulent avoir. Donc, ça nous est arrivé dans certains projets dans les exemples que tu demandais, dans les communautés CRI, nous ont demandé de voir, mettons, l'entrée
vers l'Est. Donc, des fois, on peut partir d'un modèle, je vais dire, plus ministériel. Exemple, si on travaille des maisons des aînés, il y a un programme déjà fait. Par contre, on doit l'adapter pour le volet culturel, dans le fond, des communautés. Donc, on essaye d'un peu de s'adapter à tout ça et de leur présenter, leur proposer des choses. Fait que cet échange-là nous permet de faire des essais-erreurs, pour s'assurer de respecter les traditions aussi et la culture et leur vision aussi du projet. Donc, d'avoir les gens autour de la table dès le départ, ça nous permet d'avoir vraiment cette relation-là de confiance aussi qui se crée avec le temps. C'est un échange aussi d'informations dans les deux sens. Il y a un volet d'éducation dans les deux sens, autant sur comment construire, sur qu'est-ce qu'on recommande et sur leurs souhaits à travers ça. Donc, ça nous permet de faire un bel équilibre à travers ça, puis d'aller chercher du feedback au fur et à mesure aussi. Souvent, on préfère travailler par des espèces d'ateliers de travail. On commence au début avec un certain démarrage, puis par la suite, on fait des validations en cours de route là, lors de la conception. Donc, c'est ça, c'est une belle plateforme d'échange pour comme tu avais dit tout à l'heure, d'apprendre à se connaître aussi entre différentes cultures. J'aimerais juste creuser peut-être un peu sur un point. Tu as mentionné beaucoup de choses. Il y a un truc sur lequel j'ai accroché, donc avoir des résidences intergénérationnelles. Oui. Ça se traduit comment, ça? C'est peut-être de plus en plus commun oui. Un peu partout, mais c'est quand même pas si commun encore. Donc, comment est-ce que ça se traduit? Dans un exemple de projet qu'on avait, le lieu avait été choisi pour une maison des aînés à proximité d'une école. Dans le fond, d'avoir la vue sur la jeunesse et que la jeunesse pouvait avoir la génération plus âgée, dans le fond, à proximité. Ça permet aussi qu'ils voulaient que les jeunes puissent venir voir les aînés, dans le fond, après l'école. Donc, la proximité créait un peu cet élément-là. Donc, c'est une des façons qui nous avait été exprimée là, dans le volet conceptuel et du choix du lieu du projet. Super, merci. C'est un bel exemple, Marie-Claude, puis ça me fait penser à deux exemples de CPE auxquels on a participé. Puis, il y avait toujours une pièce pensée intergénérationnelle pour que, justement, les grands-mamans, les grands-papas puissent venir au CPE, puis partager des moments avec les tout-petits. Fait que c'est pas des choses, c'est pas des demandes qu'on va avoir là, dans des communautés allochtones. Là. Fait qu'il y a vraiment cette proximité-là qu'ils veulent créer, là, intergénérationnelle, puis que les jeunes puissent apprendre des aînés. Fait que, non, je trouve ça intéressant. Oui, l'échange du savoir est très important pour eux. Donc, c'est très, très valorisé dans leur façon de voir les choses. Exact. Donc, Marie, j'aimerais t'entendre sur la question. Oui, c'est une question très importante, selon moi. Je pense que l'implication des gens de la communauté dans un projet, je pense que les bénéfices qu'on en tire sont majeurs. Pour eux, parce que c'est ça qui va permettre qu'il y ait des bâtiments qui répondent à leurs besoins, qui leur ressemblent, puis qui puissent y retrouver leur identité, leur culture. Fait que je pense que leur implication est primordiale. Puis je pense que même en tant que professionnel, on ne devrait plus accepter qu'exemple, qu'il n'y ait pas des gens autour de la table qui puissent nous dire de quelle façon ils voient ça, puis qu'aussi qu'en début de projet, on puisse avoir une introduction, puis avoir des discussions pour justement apprendre, puis connaître la culture. Puis, tu sais, on peut dire, on va faire de quoi qui vous ressemble à votre identité. Il faut bien la connaître, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous l'explique, puis qui nous montre des choses. Donc, ça commence par ça. Donc, les bénéfices sont majeurs. Les exemples, moi, que j'aimerais donner, là, peut-être un plus technique, parce qu'il demeure que lorsqu'on s'implique dans un processus, exemple de co-création, de co-développement avec le client, il demeure que c'est les professionnels, les architectes, les ingénieurs, qui vont dessiner les plans au bout du compte. Donc, il faut vraiment que toute cette information-là ait été intégrée, tu sais. Puis, on sait un peu comment ça marche. Plus les projets sont gros aussi, c'est pas nécessairement tous les ingénieurs qui vont participer au projet, qui vont être assis autour de la table avec la communauté.
Fait qu'il y a ce devoir-là aussi de communication à même l'équipe de projet au bureau des professionnels. Puis, un exemple, moi, que j'aime donner des fois, c'est un garage municipal qu'on a réalisé dans une communauté. Puis, comme à titre d'ingénieur, il y avait un gros pont roulant à mettre en place. Donc, c'est sûr que d'emblée, là, moi, même dans mon équipe interne, là, on va faire un garage en acier. On a un gros pont roulant à faire. Bien, peut-être que non. Peut-être qu'on voudrait maximiser les gens qui travaillent là. On n'a pas de monteur d'acier dans cette communauté-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bien, il nous fallait une structure quand même d'acier parce qu'on ne réussissait pas à faire passer le pont roulant, mais on a quand même intégré vraiment une structure hybride. Justement, on a fait une préfabrication des panneaux. La préfabrication a été faite par les gens de la communauté en hiver sur la communauté. On n'a pas donné la préfabrication à l'externe. Puis, finalement, c'est 75% des heures travaillées pour la construction du garage qui a été réalisé par les gens de la communauté. Fait que là, on peut dire, ben c'est votre garage, vous l'avez construit, puis vous avez participé également à la conception. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que j'aimerais donner, c'est un projet qu'on est en train de réaliser. C'est un centre culturel et musée pour Innu Nation au Labrador. Ça, c'est un projet qui va être également tout en bois, lame collé, puis tout également en CLT, là, avec tout l'intérieur, les revêtements en bois intérieur. Puis, eux, là, ils nous ont accueillis en début de projet. On est allé passer une semaine dans leur communauté. On a visité le territoire. On s'est assis. On est allé rencontrer des aînés. On a fait le tour. On a vraiment eu le temps. Puis justement, on avait booké du lundi au vendredi dans la communauté. Puis ça a tellement été riche comme échange. Puis ça reste ma nation, là. C'est la même nation à laquelle j'appartiens. Mais j'ai appris des choses seulement sur l'histoire de cette communauté-là. Puis on est encore en train de faire les plans et devis, mais cette rencontre-là, encore dans nos échanges avec les architectes, tout ça, on revient toujours à ça. On revient toujours à ce qu'on a appris pendant cette semaine-là, puis ça l'influence la façon dont on travaille, la façon dont on présente notre conception aux clients. Donc, je pense, je le redis, là, je pense que c'est majeur les bénéfices qu'on tire de cette implication-là là, des clients dans les projets en communauté. Parce que, justement, une communauté n'égale pas une nation. Chaque communauté a ses propres spécificités. Exactement. Puis, donc, peu importe si on est issu de la même nation, ça peut vouloir dire autre chose au sein d'une autre communauté. Exactement. Okay. Oui. La communauté dans laquelle je viens de vous donner l'exemple, qui font le centre culturel puis le musée, ils font partie de la nation Innu, mais ils ont une grosse histoire. Exemple, il y a eu beaucoup l'armée qui a utilisé leur territoire pour des essais de vol. Fait que ça a teinté leur histoire de leur communauté. Là. Ils ont organisé beaucoup de marches pour justement se défendre contre ça. Puis, entre autres, la marche a fait partie beaucoup de notre processus de conception. On a imaginé avec les architectes, bien sûr, on a imaginé un parcours à marcher dans le bâtiment, sur le terrain, autour. Fait que, tu sais, c'est vraiment ancré. Fait que ça leur parle, là. Quand on vient leur présenter ça, là, ça leur parle, là, tu sais. Donc, c'est ça. Super. On va terminer avec la dernière question qui concerne plutôt l'avenir. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir les communautés en tant que professionnels, qu'on soit nous-mêmes issus d'une communauté autochtone ou pas? Et là, en fait, j'imagine qu'on va avoir les deux points de vue. Donc, cette fois-ci, je vais commencer avec Marie. Ça marche. Ouais. Comment on peut soutenir les communautés? Je pense que, premièrement, il faut s'y intéresser. Premièrement. Puis pour s'y intéresser, il faut s'informer, il faut lire, il faut avoir ça. T'sais, on s'intéresse à nos professions d'ingénieurs, à nos professions d'architectes. Je pense qu'autant il faut s'intéresser à... Puis comme Marie-Claude l'a si bien dit tout à l'heure, on fait pas les bâtiments pour nous. Hein? On fait les bâtiments pour des clients, on fait le bâtiment pour des communautés. Donc, il faut s'intéresser à ces clients-là, il faut s'intéresser aux communautés. Puis après ça, il faut avoir une ouverture. Puis je pense qu'on est dans l'ère de l'ouverture, là, en 2024. Là, fait qu'il faut avoir une ouverture, puis il faut aller s'asseoir avec cette ouverture-là, ce respect-là, puis il faut ouvrir nos oreilles. Il faut des fois, en tant que professionnel, on le sait, hein, on parle beaucoup des fois, là, on a bien des affaires à dire. Là. Mais là, il faut y aller, il faut s'asseoir, puis il faut écouter ce que les gens ont à dire. Puis
Tu sais, les Premières Nations, là, c'est des raconteurs d'histoires. C'est des gens qui parlent. C'est des gens qui prennent leur temps aussi. Tu sais, c'est le stress ou toute la vitesse dans laquelle on travaille, là, nous autres, là, ben, des fois, c'est pas nécessairement ça qu'on vit lorsqu'on va rencontrer les gens en communauté. Puis d'ailleurs, c'est vraiment important d'aller chez eux puis d'aller s'asseoir avec eux. Oui, on fera des vidéoconférences un peu plus tard dans le projet, mais au départ, là, d'aller à la rencontre des gens, là, c'est vraiment important. Puis de prendre ce rythme-là. Puis ça bénéficie tout le monde, qu'on soit autochtone ou non autochtone. Parce qu'on a tous besoin de ça, d'un peu de ralentir, je pense. Puis les Premières Nations nous l'enseignent vraiment, vraiment bien. Et puis, Marie-Claude, ton point de vue à ce sujet-là? Oui, c'est très bien dit. En fait, je seconde vraiment ce que Marie dit. C'est vraiment l'écoute là, qui est à la clé de tout ça. Laisser du temps, laisser de la place, poser les bonnes questions aussi, ouvrir le dialogue, mais l'entretenir aussi. Donc, des fois, les gens, eux autres, vont penser que c'est de l'acquis pour nous, que nous, on va comprendre rapidement, mais c'est d'aller rechercher, des fois, re-questionner pour bien comprendre. Des fois, il y a des enjeux qui vont dans les souhaits, qui peuvent être contradictoires parfois avec la réglementation, exemple. Fait que c'est de trouver des solutions avec eux. Ceci n'est pas permis, mais voici comment on pourrait le faire. Donc, c'est vraiment un dialogue puis une discussion. Fait que oui, il faut prendre le temps au départ du projet pour bien se comprendre. Puis je pense qu'en effet, c'est de là que ça part. Il n'y a pas de recette autre magique là, que je vois. Donc, être à l'écoute, et comme tu as bien expliqué, le rythme n'est pas le même. Il faut laisser le temps, il faut laisser respirer, puis proposer des choses. J'irais beaucoup en proposition. Pas d'être en mode attente non plus, mais d'aller essayer d'aller voir si ça convient et de créer l'échange un peu comme ça, avec, je dirais, avec des images aussi. Des fois, comme on a parlé, des fois, la langue n'est pas nécessairement la même. Des fois, ça va être déjà, mettons, l'anglais pour nous et l'anglais pour eux, qui n'est pas nécessairement la première langue non plus. Donc, de travailler beaucoup en images, ça l'aide beaucoup à aller valider les besoins. Donc, c'est ça. Langage universel. Exact. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce sujet? Peut-être juste ajouter, oui, la langue, vraiment, faut avoir en tête que justement, le français ou l'anglais va être leur langue seconde. Oui. Fait que je pense qu'en tant que professionnel aussi, d'essayer de s'assurer que la communication est efficace, surtout lorsqu'on entre dans des conversations plus techniques, de s'assurer que c'est bien compris, parce qu'ils nous le diront pas là, non plus nécessairement. Ah non, on n'a pas compris. Là. Mais fait que je pense que ça, c'est important d'avoir une communication efficace, d'aller valider. Puis effectivement, de faire des propositions, c'est toujours gagnant d'arriver justement avec des rendus. Les gens, ça les fait rêver aussi. Puis ça permet de confirmer qu'on a bien écouté puis qu'on a bien concrétisé ce qu'il y avait comme vision. On va conclure sur ces derniers mots. Super inspirant comme balado aujourd'hui. Encore une fois, merci à Marie Saint-Gelais et puis à Marie-Claude Fournier pour avoir partagé votre expérience respective. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous attend pour le prochain épisode de Réaliser en bois.